20 ans à Mézières-en-Brenne. Et en 1989, ça fait une paille quand même, 1989, j'avais rencontré Georges Lubin. Vous savez, Georges Lubin, c'est le monsieur qui a édité la correspondance de Georges Sand. Et Lubin m'avait dit, on avait sympathisé un peu, il m'avait dit « Ah, Coulon, vous êtes de Mézières, vous devriez écrire l'histoire des courses hippiques de Mézières-en-Brenne. C'est un bon sujet, c'est un sujet un peu mince, mais il est intéressant. » Donc, ce sont les plaisirs de la retraite. Entre autres livres, je me suis dit, il faut quand même que je réponde aux vœux qui avaient été formulés, et donc j'ai publié ce petit bouquin sur les courses hippiques de Mézières. Si je parle sans micro, vous entendez? Il vaut mieux, hein? Bon, d'accord. Ça marche. Donc, je vais le mettre comme ça. Alors, si vous promenez entre Mézières et Saint-Michel-en-Brenne, vous verrez un nom de lieu un peu curieux qui s'appelle l'Hippodrome. C'est une ferme et c'est le seul nom de l'Indre qui s'appelle l'Hippodrome. Et... Ça marche même pas du tout là. Est-ce qu'on peut faire mieux là? Oui. C'est mieux. Hein? Oui. C'était bien. Faut pas y toucher. Ça allait bien. Ça va? Ça va là? Oui. Bien. Non, ça marche. Bon, est-ce que ça va? Oui, on y va parce qu'on va tergiverser longtemps. Alors, c'est le seul nom de lieu de l'Indre qui s'appelle l'Hippodrome, et souvent les gens s'étonnent de ce nom en disant tiens, Hippodrome. En fait, ce nom remémore des courses hippiques qui ont eu lieu au milieu du 19e siècle et qui ont été à une époque extrêmement célèbres. Alors, je vous propose le plan suivant. D'abord, on parlera, si ça veut bien penser, décidément, la technique, c'est pas... Voilà, on parlera du cheval Brenou. Ensuite, on parlera de la fondation du cercle hippique de Mézières. Je suis désolé, ça passe pas. Ça passe pas. Tu fais la même, c'est bon. Le cheval Brenou. Vous avez entendu parler du cheval Brenou. On se demande si c'est un mythe. Alors, il y a des gens qui disent non. Quand vous vivez en Brenne, on vous parle toujours du petit cheval Brenou. Voilà. Je ne vais pas tenir le coup, je vais exploser. Ça ne va pas aller. Voilà. Alors, le cheval Brenou, on le fait remonter au cheval arabe. Et on explique sa présence de la façon suivante. Tout le monde connaît, si vous avez passé le certificat d'études, tout le monde connaît 732 Charles Martel, bas les Arabes à Poitiers. Eh bien, on dit qu'à cette époque-là, les races locales ont été imprégnées par les pur sang arabes. Ensuite, ce sont les croisades, et on dit aussi là que les seigneurs qui sont revenus
avait des poulains, avait des juments qui avaient été souvent montés par des chevaux arabes, et il y a eu souvent ce mélange de sang. Vers 1350, comment ça se fait? Vers 1350, il y avait un personnage mythique en Brenne qui s'appelait Ambroise et qu'on surnommait le bâtard des mines. Et il vivait en bonne intelligence, comme dans un paradis, au milieu des chevaux brenous, qu'ils connaissaient tous pratiquement, et il y en avait des bandes de 500, à peu près, qui se promenaient notamment dans la forêt de Lancôme. Ensuite, vers 1835, on raconte que près de 500 chevaux brenous erraient en semi-liberté dans la forêt de Lancôme et dans le domaine de Lancôme. Alors ce cheval brenou, le voici. En fait, on s'aperçoit que c'était un poney, c'est-à-dire qu'il était extrêmement petit. Franchement, ça va, quoi. Oh, je fais comment, là? Celui qui décrit le mieux le cheval brenou, c'est le comte de Savary de Lancôme-Brève, qui écrit ceci à propos. Bon, on peut baisser un petit peu l'image parce qu'on l'a mise trop haut. Il y a des matins comme ça où ça marche pas. Voilà, c'est pas grave. Ah non, ça peut pas aller. Non, ça peut pas aller. Bon, ben on laisse. Bon, allez, on va commencer à... Il est petit mais vigoureux. Sa poitrine... Je parlais très fort. Sa poitrine haute et large loge des poumons d'une nature exceptionnelle. Ces animaux font souvent des trajets de 40 à 50 km sans en éprouver d'altération, et il n'est pas rare de rencontrer des chevaux brenous qui font dans une journée jusqu'à 100 et 120 km. Leurs membres secs et évidés, des jarrets d'acier. C'est quand même pas un portrait... c'est quelque chose, le cheval brenou. En un mot, les qualités du cheval de guerre, la sobriété, la vigueur et les qualités brillantes du cheval arabe, et du cheval anglais, se retrouvent dans le fidèle compagnon du paysan de la plaine. En quelque sorte, on a l'impression d'un cheval idyllique, extraordinaire. Voilà un dessin qui montre à gauche le cheval brenou. Vous voyez que par rapport au cheval Sologno, il est sacrément plus petit. Franchement, c'est pas un étalon extraordinaire. Et le portrait qui a été dressé par le Claude de Lancôme-Brève est combattu par le plus grand spécialiste de l'époque du cheval, qui s'appelait Eugène Gaillot, et qui, dans la France chevaline, exécute le cheval brenou. Il n'y a pas d'autre mot. Le cheval brenou mesure de 1m10 à 1m15, il est comme ça. C'est un tout petit canasson. L'encolure est courte et mince, le garrot est bas, on va passer à l'eau directement. Le brenou naît et se développe presque à l'état demi-sauvage. On le fait descendre du cheval arabe, cela va sans dire. À l'époque, tous les chevaux locaux prétendaient qu'ils descendaient des chevaux arabes. Mais c'était complètement faux. C'était pour les valoriser. L'histoire n'en fournit-elle pas des preuves irrécusables? Ce qui est faux, évidemment, il se voit. D'origine arabe ou non, il ne représente guère aujourd'hui qu'un porte-chou. Un porte-chou, c'était le cheval que prenaient les ménagères pour aller au marché. C'est beaucoup moins sympa que le portrait d'avant, car il ne ressemble qu'en laid au portrait que nous venons de tracer en beau. Il est loin, bien loin des exigences du temps. Il faudrait 20 générations pour le faire arriver, et très incomplètement encore au niveau d'une race utile. Et alors, vous allez voir la fin. On semble y renoncer et l'on fait bien. Le cheval brenou est de ceux qu'on abandonne
non de ceux qu'on améliore. Donc le sort du cheval Brenou était fixé. Effectivement, il a disparu pratiquement à la fin du XIXe siècle sous l'influence des croisements entre les animaux. Il ne correspondait pas du tout aux pratiques agricoles de l'époque. Il fallait des chevaux costauds, genre percheron, et en fait il a été abandonné, et vous pouvez toujours chercher, il n'y a plus de chevaux Brenou aujourd'hui. La fondation du cercle hippique, on la doit à ce personnage, le comte Savary de Lancôme, qui meurt, vous le voyez, en 1873, brillant écuyer, mais quand je dis brillant écuyer, c'est l'un des plus grands écuyers de son temps. On l'a vraiment oublié. Son grand exploit, ça a été à Paris, il avait un manège, de remonter l'avenue de Rivoli, à reculons et au galop. Il était spécialiste de ce genre d'exploit complètement incroyable. Il a écrit pas mal de petites brochures. Elle était coutumière de ce genre de trucs. Elle l'aimait bien, mais c'était quand même pas un génie. Voilà toute une série de brochures qu'il a écrites, notamment celui-ci, à gauche, la théorie de la centaurisation. C'est-à-dire que pour lui, le cavalier devait faire corps complètement avec le cheval. Le cheval ne devait même pas sentir, le cavalier devait être un prolongement du cheval. Voilà, vous voyez, il crevait tellement ses chevaux que sur les caricatures, on le représentait, le cheval, à l'état de squelette. Ce qu'on appelle littéralement crever les chevaux. Voilà le vrai portrait qu'on a de lui, visible au musée Bertrand à Châteauroux. C'est évidemment ce qui fait la couverture du livre. Vous remarquerez quand même que le tableau, qui paraît impeccable, il est d'une maladresse extrême. Comparez la tête et la jambe du cavalier. Regardez sa chaussure. Elle est à peine plus grande que le nez du cavalier. Donc il y a quand même des maladresses dans ce tableau, qui cela dit est magnifique. Le deuxième personnage important, c'était le maire de Mézières de l'époque, qui s'appelait Henri Navelé. À Mézières, la famille Navelé est très connue. Il a été maire de Mézières de 1833 à 40, conseiller général de Mézières, et il a été le condisciple d'Honoré de Balzac au collège des Visitandines à Vendôme. Il connaissait Honoré de Balzac. Et il avait un excellent crayon. C'était vraiment un grand dessinateur. Alors, il y avait marqué « Pourquoi des courses hippiques à Mézières ?» Première chose, présence d'une race locale, le cheval Brenou. Vous voyez, on peut en dire du bien, on peut en dire beaucoup de mal. Nécessité de développer l'élevage du cheval pour ne plus acheter chaque année 16 000 chevaux à l'étranger. On a complètement perdu de vue ça. Mais il faut s'imaginer qu'à l'époque, il y avait en France plus de 3 millions de chevaux à cette époque-là. Tout le monde avait un cheval, l'agriculture c'était les chevaux, il y avait vraiment une civilisation du cheval qu'on a perdue complètement. Et donc, acheter 16 000 chevaux à l'étranger quand on a 3 millions, c'était de l'argent gâché en fait. Et beaucoup de gens disaient, il faut les produire sur place, on ne va pas les acheter à l'étranger. On voulait à Mézières créer un événement national, voire international, et les fondateurs du cercle voulaient rivaliser avec le derby d'Epsom. Le derby d'Epsom, c'était déjà ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un événement mondial. On parlait également de couler les courses de Newmarket en Angleterre. C'est des courses qui existent toujours, qui attiraient des milliers et des milliers de spectateurs. Et on voulait faire ça en vrai. On voulait, selon l'expression du comte de Lancôme, enrichir le pauvre et amuser le riche qui en fait les frais. C'était sympa, mais vous verrez. Enfin, on voulait obliger les pouvoirs publics à équiper la Brenne de voies de communication et surtout d'un chemin de fer. On voulait désenclaver la Brenne. On a fondé le cercle hippique le 1er décembre 1944. Voilà la carte de membres. Elle est aux couleurs de Mézières, rouge et blanc. Vous avez vu la formule en bas? En avant, Gauloise et francs. Alors, ça peut paraître bizarre comme formule. J'ai un collègue qui avait décrit cette carte, qui avait dit « Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis en avant Gauloise et francs. »
Vous avez une idée? C'est parce qu'on pensait à l'époque que les nobles descendaient des Francs et que les Gaulois avaient donné naissance au peuple. Et comme les Francs avaient vaincu les Gaulois, ça expliquait pourquoi les nobles l'emportaient sur la Bretagne. Et donc en mettant en avant vos oiseaux francs, ça voulait dire qu'on voulait aider aussi bien les nobles, mais également le peuple. Et c'était un signe d'universalité pour la peuple. On allait aider toutes les classes de la société. Alors, j'ai fait une carte des premiers membres, 145. Vous voyez qu'en tête arrive le département de l'Ain, 161 membres. Et puis on voit une couronne de départements voisins, la Touraine, la Vienne, etc. Et puis vous avez des gens un peu bizarres, il y a des membres dans le Vaucluse, il y a des membres en Seine-Maritime, il y en a dans la Manche, et il y en a une dizaine à Paris. Et puis je vous ai fait une carte des membres dans l'Ain. Il y a une chose qui saute aux yeux. Si vous coupez le département en deux, vous avez des membres dans l'Ouest, et il n'y a quasiment personne dans l'Est. C'est très curieux. Ça veut dire que les courses n'avaient pas réussi même à intéresser l'ensemble du département. C'est les voisins de Mézières qui avaient triomphé, mais les autres non. Alors, voilà le bureau, le premier, on va en voir qu'une partie, c'est pas grave. Le président d'honneur, c'était le sous-préfet du Blanc, qui était originaire de Crillon. Il s'appelait Louis-Alexandre de la Tremblay. Le président, c'était bien sûr le comte de la Pombrelle. Il y avait deux vice-présidents, le conseiller général député de Saint-Gaultier, l'Escaut de la Milandrie. Il y avait Henri Lablé, dont on a parlé, le comte Magalon de la Bornière. Vous remarquez tout de suite que les nobles sont quand même très importants. Voilà. Les lieux, il y avait un concours et des courses. Le concours était au champ de foire qualifié de cirque de la mairie, à côté de la mairie du musée. Et l'hippodrome était l'hippodrome de Picadon, concédé gratuitement par le propriétaire du champ. Mais il n'y avait pas d'hippodrome, il fallait le construire. Voilà l'impact de l'hippodrome sur la carte actuelle. L'hippodrome faisait 1 km de long, bien en rouge. En fait, il est entre Mézières et Saint-Michel. Vous voyez le domaine de l'hippodrome là-dessus. Et en fait, les gens qui en parlent disent qu'il était aussi grand que le Champ de Mars à Paris et que c'était l'un des meilleurs terrains hippiques de France. Parce qu'on était en Brenne et la terre était souple. Et pour les chevaux, c'était remarquable. Voilà le projet d'écurie qui avait été fait. Vous voyez l'hippodrome. Et voilà le bâtiment réalisé actuellement. Bâtiment terminé en juin 1945. On a l'architecte, on a tout, on sait combien ça coûte. Le bâtiment fait une longueur de 60 mètres. Et aujourd'hui, il est habité. Il y a un élevage de chiens anglais. Et c'est un superbe bâtiment. C'était les écuries des chevaux à l'époque, qui servaient en fait 2 fois par an, enfin 1 fois par an. Voilà la piste. Vous voyez la route de Mézières en bas, l'étang neuf qui existe toujours, le public à cheval et en voiture qui payait plus cher plus près de la piste, le public à pied et la piste. Aujourd'hui, c'est occupé par des étangs. On ne peut plus voir la piste. Il reste rien. Il reste que les écuries à l'heure. Voilà une maquette. Vous voyez avec les écuries au fond de là, et puis la piste. On avait fait les tribunes. Et tout ça, c'était de la main de Lablé, qui avait un beau crayon, qui avait étudié tout ça. On trouve tout ça dans les archives. Il y a 2 lieux d'études, les archives de l'Indre et le château d'Azelferré, qui appartient à la ville de Tours. Et la personne qui a conservé tous ces documents, c'était le grand collectionneur de l'Évopin, Joseph Thibault. Peut-être qu'il a entendu parler de ce nom. Moi, il a versé toute mon enfance sur le Mézières. Et Joseph Thibault avait donné une partie de ses collections à la ville de Tours, et la ville de Tours l'a redonné au château d'Azelferré. Mais ça n'est pas disposé. Les premières courses, un immense succès populaire. Voilà d'ailleurs ce que disait un journal
ne pas assister au fait que l'Hipparchie célébrera à Mézières le 7 et 8 de ce mois, c'est presque commettre le crime de désertion en présence de l'ennemi. Ça, c'est des arguments que pourraient utiliser aujourd'hui les boîtes de com. Hein. Ça, c'est... Attention, il faut venir. Alors, la course a été gagnée par le comte de l'Encombré, évidemment, sur son cheval Corbeau. Oh là là, on en a beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? On va passer. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme bilan? Quand même, vous avez vu le chiffre? Vous pouvez toujours vous brosser aujourd'hui pour attirer en Brenne 11 000 spectateurs. C'était énorme. Et c'est venu de toute la France. 11 000 spectateurs. C'était une époque où on construisait en France beaucoup de champs de course. C'était une époque également où les nobles aimaient énormément le cheval, mais déjà, le peuple commençait à s'intéresser. 11 000 spectateurs chaque mois. Alors, la presse note des femmes aux toilettes très élégantes. Là, c'était quasiment un concours, c'était un défilé de beauté. Et je ne vous raconte pas les journalistes un peu machos qui racontaient ces roses parmi les... Plus de 100 voitures à cheval autour de la lice, c'est-à-dire de la piste. 5 courses hippiques, dont 2 de Cavarnier. L'astuce du comte de l'Encombré, ça avait été de faire des courses de Cavarnier. Vous connaissez le mot? Cavarnier, c'est un mot birichon. Le Cavarnier, c'est même un mot brenou. En Brenne, le Cavarnier, c'était le garçon de entre 16 et 20 ans qui s'occupait personnellement des chevaux dans la ferme. C'était le palefrenier. Mais ces gamins-là, c'était les petits brenous, ils dormaient dans l'écurie avec les chevaux. C'est eux qui s'occupaient d'eux complètement. Et ils couraient, habillés, on va revenir en arrière, en costume du pays. Vous voyez en bas, ils avaient le chapeau brenou, ils avaient une blouse, mais Georges Sand dit souvent, quand il est venu aux courses, qu'ils couraient à poil, tout nus. Et il dit, ils étaient comme un glaçon, en fait. Ils dégoulinaient de sueur. C'est très fort de courir nu. Sans selle, accru sur le cheval et nu. C'était incroyable. Vous imaginez Georges Sand remettant le trophée à un petit brenou à poil. Il faut quand même se représenter la Georges. Quelque chose. Voilà, on passe. Le tout sous un soleil radieux. Ils ont eu une chance inouïe. Alors, vous imaginez, en 1845, à Mézières, 11 000 personnes. Ça durait 2 jours. Vous les mettez où pendant la nuit? Alors, il y a des tas de gens de Mézières qui ont loué leur maison, mais très vite, on a dit, mais ça ne peut pas continuer comme ça. C'était trop bien parti. Donc, les animateurs de Mézières ont eu l'idée de construire un hôtel à Mézières. C'est dommage, on ne voit pas le fronton, qui est néoclassique, ça ressemble à un tribunal, c'est très joli. Projet d'un hôtel du cercle hippique, il était rue de la Lanterne, où habite Jean-Louis Camus, maire de Mézières actuellement. 3 étages, style néoclassique, 36 chambres. C'est pas avec ça que vous allez accueillir les revenus spectateurs. Mais c'est beaucoup pour Mézières déjà. 36 chambres, 3 salles à manger, 80 couverts, café public et vaste écurie rez-de-chaussée. Vous voyez les arcades? Alors ça, sur le plan architectural, c'est pas extraordinaire. Mettre des écuries sous un hôtel, sabots de chevaux, les tons, etc., c'était pas terrible. Coût 50 000 francs, financement par 500 actions de santé. En fait, cet hôtel, vous l'avez deviné, ne s'est jamais fait. On avait même fait un règlement pour un cercle de lecture du cercle hippique de Mézières. C'était très à l'anglaise. Vous savez, c'est-à-dire que chaque matin arrivait le journal de la veille, les membres pouvaient le lire, ils buvaient des alcools et ils fumaient le cigare. Ça faisait très anglais. Mais déjà, vous allez voir, il y a une préoccupation pour les non-fumeurs. Je vous laisse découvrir le règlement.
sympa. C'est interdit, mais c'est pas vraiment interdit. Les membres sont invités à s'abstenir d'y fumer, mais en même temps, sans toutefois que cette clause soit une règle rigoureuse. Donc vous avez le droit en même temps. Elle ne doit pas être considérée autrement qu'une question d'égard pour ceux que cet usage pourrait incommoder. C'est sympathique. Georges Sand et l'apothéose de 46. Mon premier grand succès, 11 000 spectateurs. Voilà le programme des courses. On a la chance d'avoir toutes les affiches. Formidable. Bon, alors, on passe. 8 courses de chevaux, dont le prix de son Altesse Royale, le Duc de Nemours, second fils du roi Louis-Philippe. Ils avaient été frappés aux portes à Paris. Et son Altesse Royale avait filé de l'argent. Et il y avait le prix du gouvernement, disputé sur 10 tours, 20 km. Donc ça prenait une dimension nationale, quand même. Foule énorme et plus importante qu'en 45. On pense qu'on a atteint 12 à 13 000 spectateurs. Inauguration des 2 tribunes en bois. Ça prenait fort. Chaleur torride, 32 à l'ombre. Vous voyez, les grandes chaleurs dont on nous cause, il y en avait déjà à l'époque. Vous imaginez, si vous connaissez l'hippodrome de Mézières, une grande plaine toute rase. Il n'y avait pas d'étang à l'époque, sauf les temps neufs. 32, il y avait juste des tribunes. Les gens ont crevé de chaud complètement. Ça explique que les cavarniers couraient à moitié à poil. Enfin, complètement à poil. Alors ça, c'est un truc extraordinaire. En consultant les archives de la Châteauroux, j'ai trouvé ce petit bout de papier jaune. Vous savez, c'est le mauvais papier jaune, là. Grand comme ça, haut comme ça, sur lequel Navelet, qui, je le répète, avait un coup de patte formidable, a croqué les courses de Mézières. Et c'est dommage. Ben, si on le voit, vous voyez complètement à gauche en haut, un triangle noir, c'est le clocher de l'église de Mézières-en-Bray. Vous avez les attelages, un cavalier, les tribunes, et puis vous avez les chevaux qui arrivent, et on voit très bien le juge à l'arrivée. Donc ça, c'est le seul document croqué sur le vif qu'on ait des courses de Mézières. Alors je peux vous dire qu'à chaque fois que je regarde le dossier d'archives, je regarde si le petit truc il y a encore. Parce qu'il est facile à cravater. Il faut le garder. Il n'y a pas eu de tableau. Alors on a, Marc Dubouget, l'ancienne archiviste, m'avait fait passer un tableau qui était prétendument les courses de Mézières. Quand vous regardez le paysage, ça se passe en Angleterre. Malheureusement, mais vous avez raison de le dire parce que c'est un couple de Mézières qui l'avait acheté, ce tableau. Et on a cru qu'il était de Mézières. Et quand on a fait l'exposition sur les courses hippiques à Mézières, ce tableau, il y était. Et je ne l'avais pas regardé à l'époque, en prenant pour parole d'évangile. Ben, pas du tout, c'est des courses de... Mais c'est un couple de Mézières qui était passionné par les courses qui l'avait acheté. Et je ne l'ai pas mis dans le livre parce que ça n'est pas les courses. C'est le seul qu'on ait. Alors Georges Sand est venu, évidemment. Il est arrivé de Nohant. C'est l'Encombresse qui l'a fait enlever. Il ne lui a pas demandé son avis. Il a envoyé, on dirait un chauffeur aujourd'hui, mais en voiture à cheval, qui avait l'ordre de ramener Georges Sand. Ils l'ont kidnappé véritablement. Et il est venu avec sa fille Solange et sa petite cousine Augustine. Elle a assisté aux courses le 7 et 8 juin et il est reparti à Nohant le 9. Et plus tard, elle a dit finalement, l'Encombresse va bien fait, ça a rompu la monotonie de mes journées à Nohant. Donc c'était bien. Pourquoi il l'a fait venir? Parce qu'il a voulu jouer sur sa célébrité, elle était extrêmement célèbre. Et elle écrivait dans pas mal de journaux parisiens. Et donc il fallait qu'elle fasse l'attaché de presse. Il fallait qu'elle écrive dans les journaux parisiens des articles sur les courses de Mézières. C'était ce qui manquait à l'époque. Elle a logé au château de Brève, qu'on appelle la Bornée aujourd'hui, il existe encore avant Brève. Voilà son arrivée à Mézières. Ça c'est un tableau, c'est une œuvre qui a été faite bien après par Santa Eulalia, qui a été l'un des compagnons d'Aurore Sand, la petite fille de Georges Sand. Et grâce à Claude Daré, regardez bien l'écran, vous allez voir l'hippodrome qui va apparaître vraiment derrière. Ah.
Bon, c'est recomposé, ça. D'ailleurs, George Sand n'est pas extrêmement... Alors, George Sand, il ne pouvait pas dormir à l'hôtel, il n'existait pas. Il ne pouvait pas aller chez n'importe qui. Vous savez, elle a dormi à la gendarmerie de Mézières, qui n'était pas comme aujourd'hui. Et elle écrit une lettre à son ami Arago, qui est très célèbre, cette lettre, où elle dit « J'ai dormi dans le lit de l'adjudant Goré ». Quand on sait ce qu'est un Goré à Rennes, ça veut dire un cochon. Et elle dit « Il avait deux petites filles charmantes qui nous avaient prises d'amitié. Et ces deux petites filles, elles sont devenues célèbres à Paris. Elles ont joué les actrices semi-mondaines, vous voyez, mi-prostituées, mi-comédiennes, comme c'était à l'époque. Il y en a une qui s'appelait La Vénus aux carottes. Vous voyez, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Mademoiselle Silly. Et l'autre s'appelait Delval. Et elle s'est produite sur scène. Et quelqu'un a dit un jour d'elle, je n'ose le répéter devant une foule aussi, devant une assemblée aussi sélecte, sa poitrine joue mieux qu'elle. Ce qui était très macho et pas du tout sympathique. Mais certainement que cette jeune femme n'avait pas un talent non plus monstrueux. Voilà. Enfin, elle a dormi ici et elle a dû lutter toute la nuit. Voilà la lettre. Nous avons couché dans le lit du brigadier de gendarmerie appelé M. Goré, non pas avec lui, le brave avait été dormir au foin avec son épouse, mais avec les innombrables et superbes puces qu'ils avaient nourries de leur sang. C'est féroce la puce de gendarme, ça porte un sable et des buffleteries, c'est une variété jusqu'ici inobservée, mais sur laquelle je compte écrire un mémoire. Et je vous offre la puce en supplément. Voilà. C'est sûrement ces puces-là qui ont nourri la pauvre. En tout cas, voilà ce qu'elle raconte. Celui qui a gagné le prix des Cavarniers, vous vous souvenez, était un petit enfant bien joli et hardi comme un petit bédouin. Il m'a apporté le bouquet, et alors le docteur Isis Plat, voilà un nom, Plat, il était élu et il était surtout maire de Marquisé. C'était un médecin. Nom de Dieu, comme tu dis, ce monsieur approche, monte sur une banquette, tire un papier de sa poche, la populace se rassemble sous la tribune, sous mon nez, et me voilà harangué. Ils ont fait un discours à la célébrité qui était là, alors qu'ils voulaient venir de façon tout à fait inconnue. Juste comme ça m'amusait, j'étais furieuse contre l'encombreuf qui aurait bien pu m'épargner cette farce-là. Et encore fallait-il paraître enchanté, c'est le seul ennui de la partie. Et elle raconte que pour se faire pardonner, le soir, l'encombreur l'a emmené en voiture voir le château du boucher à Rodez, qu'elle ne connaissait pas. Et elle écrit dans sa correspondance, c'est un lieu magnifique, j'y placerai un jour un roman. Elle ne l'a jamais fait. Parce que chez George Sand, je ne sais pas si vous savez, le déclenchement de l'écriture, c'était toujours un lieu. Elle voyait un lieu, hop, elle avait une idée de roman. Là, malheureusement, elle n'a pas cette. Alors, elle s'est bien acquittée de sa tâche. Elle a écrit dans le journal parisien Le Constitutionnel un article sur les courses de Mézières. Voilà l'article. Le cercle hippique de Mézières-en-Brenne par un habitant de la Vallée Noire. Un article très bien, qui a fait beaucoup de bruit, qui a été bien apprécié. C'est l'apothéose, 46. Seulement arrivent les années noires. 1847, c'est les jacqueries de Buzancais. Vous savez, en janvier, jacquerie de Buzancais, et puis jacquerie de Mézières également. Voilà. Ça touche au total 35 communes, et ça, c'est une vue du quartier du bout du monde à Mézières, vers Vendôme, où les émeutiers faisaient sortir les gens du lit à coups de bâton, etc. Ça s'est passé assez mal. D'ailleurs, c'est dommage qu'on ne voit pas en haut, parce que le slogan qu'hurlaient les émeutiers, c'était « Tuons Monsieur Navelet et promenons sa tête ». Vous vous souvenez que Navelet, c'était le vice-président du cercle hippique. Ça faisait très mauvais effet. Chauffons les pieds de Monsieur François pour savoir où il cache son argent, jetons le meunier à l'eau, brisons le moulin, à bas les mécaniques. Et le conseil municipal se réunit en urgence
Et on voit un émeutier qui arrive avec sa hache pour faire rater les débats et qui dit « Est-ce bientôt fini qu'on se dépêche ou je bûche ?» Qu'est-ce que ça veut dire, bûcher avec une hache? Ça veut dire frapper à coups de hache. Je peux vous dire que les conseillers municipaux de Mézières, ils ont vite voté ce qu'il fallait, la journée de travail à 1,50 franc et le blé à 3 francs. Et Navelay était au conseil municipal. Vous imaginez dans quelle position il se trouvait. On ne peut pas dire que pour le cercle public, ce soit génial, ces événements. Loin de là. Les gens crevaient de faim, tout simplement. Vous connaissez cette image, c'est le procès à Châteauroux des émeutiers. On va les condamner aux travaux forcés et on va monter la guillotine à Buzancais, puisqu'il va y avoir à Buzancais, sur la place de Buzancais, devant la poste actuelle, 3 exécutions capitales, dont, il faut le dire, un débile mental, qui n'aurait jamais dû être exécuté. Il s'est demandé jusqu'au bout ce qui lui arrivait. Il faut savoir que notre justice a fait ça. Mais j'en ai fait beaucoup. Toujours est-il que, vous voyez, on arrive à lire, ils ont fait un article dans la presse pour remettre les courses hippiques, évidemment. La prospérité croissante du cercle hippique de Mézières et les courses prochaines nous ont paru trop ressembler à des fêtes pour pouvoir être célébrées convenablement au commencement de juin. Les gars ont été exécutés en avril. Avril, mai, juin, leur époque ordinaire, en présence de la misère qui afflige les classes pauvres et que la récolte prochaine est destinée à faire disparaître. Donc on a reporté les courses. Elles ont été reportées au 15 et 16 septembre 1847. Inutile de dire que le climat n'était pas vraiment aux réjouissances en bref. Alors pour la première fois, le gouvernement, vous savez, a fait un exemple de Buzancais. Moi, la première fois que j'ai entendu parler des jacqueries de Buzancais, qui n'étaient pas connues à l'époque du tout dans le coin, c'est Yvion Bionnier de Buzancais qui les a fait connaître. J'étais étudiant à Tours et on faisait la Seconde République, la Révolution de 48. Et j'ai entendu le prof dire le début de la Révolution, c'est les jacqueries de Buzancais. Moi, j'étais prof à Buzancais, je ne connaissais pas. Prof d'histoire en plus. Je me suis dit, là, il y a un problème quand même. Hein. Donc, on s'est mis à étudier. Yvon a fait sa maîtrise là-dessus. Et c'est ce qui a fait connaître. Curieusement, cet événement avait été totalement oublié localement. Et, pour vous donner l'exemple, quand on a fait à Buzancais une conférence dans les années 80, du groupe d'histoire de Buzancais, on a reçu des lettres, on a eu des messages nous disant qu'il ne fallait pas le faire, que ça faisait revivre des vieilles oppositions buzancais entre la bourgeoisie et puis les émeutiers. Vous voyez combien un événement 150 ans après peut avoir encore des marques dans la mémoire locale. Aujourd'hui, c'est terminé, bien sûr, mais ce qu'on retient, c'est qu'il y a eu des gens de Buzancais qui ont été tués, des gens riches, et puis il y a eu des émeutiers aussi. Aujourd'hui, avec le recul, là, il faut additionner les morts et dire que c'est un événement dramatique qui s'est produit. Eh bien, le gouvernement a eu tellement peur. Il n'y avait pas de police en 45 et 46. Il n'y avait que les quelques gendarmes de Mézières qui venaient pour faire à l'hippodrome. Là, on a envoyé la troupe. On a envoyé, ça s'appelle des cuirassiers, qui sont venus 24 de Châteauroux, avec trompettes et tout, et qui sont mis tout le long de la piste. Parce qu'on avait peur qu'il y ait de nouveau des émeutes. C'est dire combien ça a marqué les gens. En 47, c'est le baron, on voit juste son nom, Jules Finot, qui gagne. Vous ne le connaissez pas? Ben si, vous le connaissez. C'est un type assez extraordinaire. C'est le propriétaire du château de Langeais, au sud de Valençay, et remporte sa première course à Mézières à l'âge de 20 ans. Course de trot de 8 mètres sur son cheval Tournon, un des plus fidèles des courses de Mézières. C'est lui qui a introduit en France le Steeplechase, les courses de saut, et en Belgique. Il a gagné sur tous les hippodromes d'Europe après, notamment à Auteuil. Il a 1 millier de victoires à son palmarès. Il était éleveur et grand homme de cheval. Et bien, c'est un gars qui a fait ses débuts à Mézières. Et quand vous parlez dans le milieu hippique, ce qui est un peu au courant de l'histoire, le baron Finot, c'est une idole. Plus d'1 millier de victoires. Formidable.
Et quand il est mort, le Figaro et tous les journaux parisiens ont parlé de son décès. Voilà son château à Angers. Il est connu également pour être un peintre, comment on dit, un peintre de chevaux. Voilà quelques-unes de ses aquarelles. Il a eu une rétrospective il y a une dizaine d'années au Musée national de la chasse. Une qualité pour faire le collage. Bon, les photos sont pas très bonnes, mais c'est vraiment extraordinaire. Alors bien sûr, ensuite il y a la Révolution de 48. Les gens pensaient à toute autre chose qu'à faire des courses. 49, pareil. Et les courses sont donc interrompues en 48, 49. Et elles ont repris en 1850. Il y a une grosse interruption. Les dernières courses, c'est la fin d'un règne. Vous vous souvenez que le président de la République, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. Il décide d'encourager personnellement les courses. On lui écrit, on va le voir, et puis il dit, bon ben très bien, je vais doter les courses. Et il offre une coupe. C'est pas celle-là, hein, c'est juste pour simuler la coupe. Parce que vous allez voir que la coupe a une histoire. Coupe en bronze ciselé. Alors cette coupe, elle n'arrive pas. Elle est partie. On écrit plusieurs fois à l'intendance de Napoléon. Et vous savez ce qui s'est produit? Vous savez qu'en France, il y a plusieurs mézières. On l'a envoyé à Mézières en Ardenne. Et donc on s'aperçoit du coup, il y a toutes les lettres qui écrivent, et du coup elle arrive la veille des courses. Mais on peut la remettre quand même. Voilà l'affiche d'ailleurs de 53, vous voyez, avec. Bon, elles sont un peu piquées, mais on les a complètes, c'est assez étonnant. 54, ça a lieu aussi, donc c'est des images pour illustrer un peu. Voilà, ça c'est le programme, on ne le voit pas malheureusement. 55, là ça commence à se gâter. Les mauvaises nouvelles se multiplient. L'administration des haras refuse désormais de décerner son prix annuel. Le public brenou goûte de plus en plus les courses et les tribunes sont vides. La presse départementale se désintéresse de la manifestation quand elle ne se montre pas carrément hostile. Le vent a tourné. Très bizarre. D'enthousiasme, on arrive à une neutralité, puis ensuite on commence à être contre. Je vous dirai la vraie raison. Regardez ce qu'écrit le Moniteur de l'Inde. Nous y voilà un peu tard. Nos courses sont venues tard aussi. Si tard et avec si peu de bruit que les malhonnêtes gens, pour un peu, eussent entonné le de profondis par charité chrétienne. Et maintenant, dira-t-on que le cercle hippique de Mézières n'a plus qu'à fermer ses portes, nous n'en serions pas surpris. On sent que la presse donne l'opinion générale que l'opinion n'est pas bonne et que les courses, ça n'a pas marché. Finalement, il est évident qu'il n'y aurait pas eu les événements de 47 et chaque nuit et la misère populaire, peut-être que ça aurait marché. Mais là, on sent de plus en plus que c'est un rêve de noble, un rêve d'aristocrate qui a de l'argent, et le peuple crève de faim pendant ce temps-là. Donc c'est pas possible. Il y a trop de déséquilibre entre les classes. Alors encore l'image des courses. 56. Les courses ont lieu les 28 et 29 septembre. À cause du vent, de la pluie et des chemins défoncés, l'assistance est maigre. Vous imaginez en Brenne, quand il pleut pendant 3 semaines à la suite avant les courses. Vous ne pouvez pas arriver quasiment. Il ne faut pas imaginer les routes goudronnées. C'est des chemins complètement défoncés. Voilà ce qu'écrit toujours le Moniteur de l'Inde. Nos tribunes sont trop spacieuses. On pourrait y tenir 5 à 6 000 à l'aise. Vous imaginez la taille des tribunes de Mézières? 5 à 6 000 spectateurs. Au Champ de Mars de Paris, les tribunes des grandes fêtes peuvent loger 12 000 personnes. La capitale de la Brenne est loin d'être la moitié de la capitale de la France. La proportion n'a pas été gardée. Il se moque un peu, il est toujours là. Arrive un monsieur qui est un peu connu à Mézières, Volzé-Boitard, qui devient secrétaire du cercle hippique, et lui, il met carrément les pieds dans le plat. Jusqu'ici, messieurs, dit-il à l'Assemblée générale,
Votre institution s'est soutenue à l'aide du concours de l'État, du département, des communes et de nos propres sacrifices. Mais nous ne pouvons vous dissimuler que ce système de ressources ne soit incertain, irrégulier, susceptible de produire des déceptions. Il propose la création d'une loterie et envisage de nouveaux aménagements à l'hippodrome. Refus tout net du ministre. Il dit vous n'aurez pas un sou. Et finalement, on sent bien que c'est l'acte de décès du circuit. Ça n'a plus marché. Voilà le programme de 57. Voilà les courses de chevaux. Vous voyez, courses de Cavarnier, vous vous souvenez, prix du ministère, prix du Conseil général, prix du cercle hippique, prix de la ville de Mézières. Il n'y a plus rien du gouvernement. Ça, c'est redevenu un événement départemental. Vous voyez, avec le prix du ministère, bon c'est le seul, mais il n'y a plus de prix du président de la République, plus de l'empereur, il n'y a plus rien, et prix du Conseil général. Le compte-rendu d'ailleurs des courses de 56 ne viendra jamais dans la presse. On n'en parle plus. Et en 57, les courses n'ont pas lieu et ne reprendront jamais. Voilà ce qu'on écrit. Les membres du bureau, du cercle et du comité d'administration, considérant l'état de dégradation des tribunes de l'hippodrome et les réparations sérieuses que demande la piste, ont décidé que cette année, il n'y aurait pas de course de chevaux, que des mesures seraient prises pour que le terrain et les tribunes soient mises en état de manière à ce que les courses puissent avoir lieu en 58 en saison normale. Ces courses n'ont jamais eu lieu. Ça a été fini. Quelques années plus tard, voilà ce qu'écrit Navelet. Il se promène un jour, puis il dessinait bien, mais il était un peu poète également. Il n'y a plus de course, hein, et voilà ce qu'il dit. Aujourd'hui, l'auteur fait désert. Avec la race brenouze et mort l'hippodrome, seules ces tribunes jadis si animées tachent de leur blancheur la ligne des horizons. Mais le soc de la Cherrue a depuis longtemps modifié l'aspect du champ de course, où maintenant, au vert des pelouses, ont succédé les sillons d'or et les grands prix. Très joli. Le maire de Mézières était un poète. Le 30 juin 67, liquidation officielle du cercle hippique de Mézières, un rêve est passé de campagne. Pourquoi cet échec? Pourquoi cet échec? Le comte de l'Encombrette avait dit que pour que ça marche, il fallait 2000 adhérents. Vous voyez les chiffres? 145, 208, 306, on monte à 350 à peu près, interruption 48, 49, et on descend à 237. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu plus de 300 membres. Il en fallait 2000. Il en fallait 6 à 7 fois plus, ça ne pouvait pas marcher. Donc ça n'a pas pris. La greffe n'a pas pris. Par des aristocrates parmi les membres, on peut le faire facilement. Hein. Les aristocrates représentent 40% des membres. On voit bien que c'est quelque chose qui est une affaire de la noblesse. Par rapport à l'ensemble des sociétaires résidant dans l'Indre, et puis enfin, par rapport aux sociétaires résidant hors de l'Indre. Hors de l'Inde, il y a presque 60% d'aristocrates. C'est dire que si on fait la balance, par rapport à l'ensemble des membres, 40%. Si on regarde maintenant les professions, les propriétaires représentent 46%. Le 15,8%, c'est les politiques. Ensuite, les finances, 9%, c'est dommage, ça mange le haut, mais on voit bien que c'était pas possible. La cotisation annuelle était de 20 francs. Vous vous souvenez combien était la journée de travail d'un ouvrier à l'époque? Ils avaient obtenu 1 franc 50. Ils étaient à 1,25 avant. Ils ont obtenu 1 franc 50. Vous imaginez ce que ça fait? Ça fait 16 journées de travail d'un journalier de la Brenne en 47. Si on fait l'équivalent aujourd'hui en euros par rapport au SMIC, la cotisation serait de 608 euros pour un salaire de 1150 euros. C'est-à-dire plus de la moitié du salaire.
Donc c'était évident que ce cercle était réservé à l'aristocratie et aux plus riches. Ça ne pouvait pas prendre en prenne, surtout à une époque où la misère était telle. Elle était à son comble. Et puis en plus, le comte de Lacombe-Brève a eu lui aussi des ennuis financiers. Et oui, ça arrive à tout le monde. Et le comte de Lacombe-Brève, qui vivait de ses rentes, a été obligé de quitter Vendeuvre pour aller à Paris prendre la direction d'un manège rue Dufaux, un grand manège très célèbre. Voilà, rue Dufaux à Paris. Il reste encore la plaque d'ailleurs rue Dufaux. Et il s'est mis à vivre normalement et à travailler. Or, le cercle était pour, et les courses étaient pour beaucoup par la valeur, par la célébrité du comte de Lacombe. Lui parti, ça ne pouvait plus marcher. Alors finalement, et puis il y a une autre raison que je dois vous donner, qui n'est pas une raison politiquement correcte. Je vais vous la donner quand même. On lit dans la presse que toutes les communes voisines de Mézières étaient jalouses de Mézières. En fait, c'est l'esprit clocher qui a tué les courses. Parce que tous les maires du coin autour, notamment celui de Châteauroux, disaient « Mais pourquoi Mézières? C'est un trou, Mézières. Pourquoi pas le faire au chef-lieu du département? Qu'a fait Mézières pour mériter cet honneur ?» Vous voyez? Et peu à peu, au lieu de venir augmenter le projet et l'aider financièrement, on l'a petit à petit déshabillé et on a dit du mal du projet. Ce qui fait que l'esprit de clocher, en fait c'est la bêtise en fait, qui a fait cela. Cet événement, au lieu de croître, la jalousie a fait qu'il a été peu à peu amoindri et qu'il a fini par disparaître. Je crois qu'on peut en tirer des leçons sur l'avenir aussi de ça. Il faut toujours conforter les projets qui sont bons et ne pas essayer d'éprouver de la jalousie pour eux. J'aimerais dire que ce sentiment est abandonné. Je ne peux pas vous jurer que ce ne soit pas comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne crois pas. Mais ça, c'est un trait dommage. Alors finalement, les courses, ça c'est un livre qu'avait écrit le comte de Lacombe-Brève au début des courses, et il disait voilà la population grenouille aujourd'hui. Vous voyez dans quel état elle est. Et sur la page suivante, il disait voilà ce qu'elle sera demain. Vous voyez, des beaux atours, un bonnet, les gens ont l'air en pleine forme. Et bien malheureusement, ça n'a pas marché et un rêve est passé sur la reine et ça n'a pas fonctionné. C'est dommage parce que je pense que c'était une utopie qui aurait pu être tout à fait réalisable. Et encore une fois, pour les raisons que j'ai données, des raisons qui tiennent au cercle hippique qui n'a pas su, le mot n'était pas à la mode à l'époque, mais vous comprendrez, qui n'a pas su se démocratiser, pas ça bien entendu, qui n'a pas su se mettre à la portée de la population. La population, au lieu d'aider les courses, s'est dressée contre les courses, en disant c'est les riches. Et ça n'a pas pu prendre. Et puis l'esprit clocher a fait le reste. Et c'est un rêve qui est passé sur la brève et qui n'a pas fonctionné. Merci.